Merci Boris. Et merci d'avoir maintenu, merci à vous d'être venu et merci d'avoir maintenu la conférence parce que c'était une décision difficile à prendre, hein, on peut le Oui, dire. oui, malgré notre tristesse non feinte, on a eu de nombreuses discussions et vous connaissez l'adage, the show must go on, donc à vous de jouer, Loïc. Oui, ça va pas être évident. The show must go on, malheureusement, il ne va pas continuer donc pour notre principal invité, le professeur Kiatueki. Alors, vous avez sans doute entendu parler du professeur, la victime, le professeur Kiatueki, qui est un célèbre criminologue, vous le connaissez, pour tous ses travaux sur le crime, le rapport entre la nouvelle technologie et la criminalité. On était ravis de l'accueillir parce qu'il allait dédicacer pour nous son nouveau livre, son dernier livre, « Le crime n'existe plus quand la technologie trahit les criminels ». Bon, la thèse principale du livre, vous la connaissez, hein, dans une société d'hypersurveillance, d'audiosurveillance, de traces et de traques numériques, demain, et vraiment il annonce ça pour les quelques mois à venir, pour les quelques années à venir, probablement n'y aura-t-il plus de crimes, plus de meurtres, parce que tout acte meurtrier, criminel, sera rendu impossible aux criminels. Sauf que hier, il est mort. Il est mort, il a été assassiné au cours de la soirée. Nous avons prévenu la police. Alors, ça se passait ici. Vous avez peut-être vu à l'entrée le bandeau de la police scientifique et la silhouette au sol. Ça se passait ici, il y avait un dîner, nous étions tous en format dîner, table ronde et cocktail avec nos invités et au cours de la nuit nous avons retrouvé son corps sans vie devant le quai des Savoirs. Alors pas de traces de coups, pas de traces de lutte, pas d'empoisonnement. On a fait rapidement une analyse toxicologique. Je vous donne plein d'infos s'il vous plaît, notez parce que vous allez résoudre le crime. Et pourtant, on pensait à la thèse de l'accident, mais jusqu'à ce qu'on retrouve au petit matin ceci. Envoyé dans un colis anonyme, professeur Kiatueki, le crime existe encore quand la technologie sauve les criminels, sans rancune, professeur. Voilà. Vous avez les premiers éléments. Donc, nous avons beaucoup hésité à continuer, comme vous le disiez, Boris, cette séance. Nous sommes assez catastrophés et en même temps, nous sommes ravis. Nous sommes ravis parce que cet événement est l'occasion de nous pencher très concrètement sur cette question. Est-ce que demain, le crime sera encore possible avec les nouvelles technologies qui s'annoncent, avec les caméras de sécurité, avec la cybersurveillance? Est-ce que, au contraire, la nouvelle technologie va permettre et va malheureusement permettre aux criminels de changer, de métamorphoser leurs méthodes? Je vais avoir trois invités qui vont nous aider à répondre à cette question, qui ont bien voulu venir. Ils ne sont pas suspects, c'est important. Ils ont parlé au professeur hier. Ils ont des choses à nous apprendre. Notez bien ce qu'ils vont vous dire, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais vous allez aussi apprendre tout ce qui s'est passé hier soir, juste avant la mort du professeur. Nous n'allons pas résoudre le crime tout de suite. La conférence de la table ronde dure un petit 3/4 d'heure. Et ensuite, vous verrez, vous aurez la possibilité, tout au long de la journée, d'aller enquêter au Quai des Savoirs. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, sachez que vous avez la possibilité de jouer. Il y aura un lien dans les commentaires pour jouer avec nous et pour essayer de trouver le criminel. Voilà, vous en savez assez sur ce format de table ronde et je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier invité qui a bien voulu maintenir sa présence, Gérard Haas, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris et spécialiste du droit des nouvelles technologies. Merci de l'applaudir. Merci Gérard. Merci maître. Je vous en prie. Merci maître et merci d'être venu. Ça n'a pas été facile pour vous non plus. Gérard, je vais être cash. Vous êtes la dernière personne à avoir parlé au professeur. Mais vous
vous ne me soupçonnez pas. Je ne vous soupçonne pas. Alors, j'ai annoncé juste avant que vous n'étiez pas suspect. Voilà, je veux juste savoir, on essaie de retracer le fil de la soirée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi vous avez parlé avec le professeur, dans quel état il était, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'étais dans cette belle ville de Toulouse avec le professeur, on était en train de dîner ensemble. Et bien entendu, il était sur ces fameuses théories dans lesquelles il pensait, et nous avions un léger désaccord là-dessus, il pensait que demain, il n'y aurait plus de crimes parce que les nouvelles technologies lui permettraient de tout savoir. Alors moi j'étais avec lui, on parlait en fait sur les conséquences de l'ADN, c'est vrai que ça avait permis aujourd'hui de terriblement avancer, et lui il était dans son délire autour de la question des enceintes connectées qui permettraient demain de trouver en fait et de tracer tous les individus. Donc on était dans un véritable débat là-dessus. Alors quand vous parlez d'enceintes connectées, vous parlez des assistants vocaux, c'était quoi le débat? Oui, en fait... j'avais l'approche de dire qu'il y avait eu des progrès qui étaient vraiment énormes aujourd'hui grâce à l'ADN, qui permettait de réaliser des portraits robots génétiques. Et donc on était dans un débat très intéressant autour de ça. Vous êtes tous au courant en fait de cette grande avancée qu'il y avait et puis de ces bouleversements, puisque depuis 2014, la Cour de cassation a reconnu effectivement qu'on pouvait, à partir de l'ADN d'un inconnu, essayer de rechercher des traces. Et donc on était sur ce débat et le professeur, lui, me dit, mais regardez, pour moi, aujourd'hui, les enceintes connectées vont nous permettre demain de réaliser des portraits robots de gabarit des personnes grâce à leur voix. Et il me disait déjà, vous avez des enceintes connectées qui sont partout dans les maisons, nous avons des objets connectés qui sont partout, et on pourra entendre ce qui se passe. Et il était dans ce débat en disant on va pouvoir reconstituer des scènes de crime et même anticiper. Qui se passeraient chez les gens. Et il y a eu des cas dans l'actualité. Il y a eu des cas dans l'actualité où c'est arrivé aux États-Unis, je crois. Mais oui, effectivement, c'est arrivé. Vous savez, d'abord il y a le piratage, la cybercriminalité aujourd'hui, grâce à toutes les photos sur Instagram, grâce en fait aux enceintes connectées, reconstituent des voix et se font passer pour des personnes. Mais j'étais en train de lui dire, mais professeur, une voix n'est pas une personne, c'est peut-être une imitation. Que va-t-il se passer derrière ça? Il me disait, non, les produits seront suffisamment sophistiqués pour qu'on puisse déterminer réellement, comme le fait l'ADN, les voix de demain. Voilà, c'était ce grand débat sur lequel on avait... Après, il y a quand même un problème d'accès aux données, c'est-à-dire que l'ADN, on ne peut pas tout un chacun avoir accès à l'ADN. Il faut, pour la voix, est-ce qu'on peut aller on a derrière vous une image de l'enceinte d'Amazon qui a été témoin d'un meurtre, je crois que c'était en 2018. Il y a eu d'autres cas en 2015 aux États-Unis. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on ne peut pas rentrer dans la machine? Justement, c'était là le débat, et c'est là où il a commencé un petit peu à s'énerver. Je lui ai dit, en aucun cas, des micros ne peuvent être des mouchards. Et donc lui, il était dans cette idée de dire, mais finalement, on va pouvoir demain, et regardez ce qui s'est passé, puisqu'on va pouvoir entendre ce qui s'est passé, on va pouvoir reconstituer les pièces, l'atmosphère, les débats qui ont eu lieu, et on pourra savoir ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a une affaire récente aux États-Unis, grâce en fait à une enceinte Amazon, Alexa, on a pu savoir ce qui s'était passé, ce qui veut dire qu'en permanence, on est sur écoute. Et donc c'est un problème et un enjeu sur nos libertés fondamentales. Ce que ne disent pas d'ailleurs forcément les constructeurs, que ce soit Amazon, Google, qui disent qu'on réagit uniquement au stimulus Siri, Google, les mots, et pourtant on est capable potentiellement d'entendre tout ce qui se passe dans une maison qui a ces enceintes? Absolument, on pense, on est en écoute permanente 24 heures sur 24. Les opérateurs nous disent mais non, c'est juste pour voir des mots, et on saisit que des mots et l'enregistrement est fait de manière éphémère, mais ce n'est pas tout à fait exact puisqu'on a pu retrouver une scène de mais c'est génial ça pour vous. Vous êtes avocat, vous plaidez des cas, alors vous n'êtes pas avocat au pénal, mais vous, dans les affaires criminelles, mais vous allez pouvoir comme ça saisir les données, ça marche On va demander un accès en fait à ces informations, et bien entendu il risque d'y avoir des résistances de la part de ces opérateurs, mais c'est un véritable enjeu. Et donc c'était la théorie de ce professeur qui disait mais demain nous serons tous sur écoute, et sur lequel j'avais beaucoup de réserves en lui disant en tout cas l'État aujourd'hui en France, avec le règlement général de la protection des données,
c'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça, et seul un juge peut autoriser des écoutes. Voilà, c'était ça en fait notre grand débat. Mais est-ce qu'un juge aujourd'hui en France a le droit d'aller interroger un de ces GAFAM aux États-Unis et d'aller chercher les données? Et est-ce que c'est facile? Est-ce que ça existe? Alors c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on peut, c'est pas dit qu'ils coopèrent, et donc la coopération se fait toujours, ils sont toujours réticents. Rappelez-vous qu'Apple a refusé de donner l'adresse IP d'une personne au FBI parce qu'il voulait garder la confidentialité. Donc c'était le débat que l'on avait avec le professeur, et cette idée de dire que demain il y aura plus de crimes, pour moi, était choquant. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y croyais pas. Et alors, vous êtes très sceptique sur les thèses du professeur. On sent quand même un petit peu de... C'est un débat. Il a raison. On va pouvoir avancer dans ce qui est important. C'est demain, le crime, il y aura toujours des crimes, malheureusement. Mais en revanche, on pourra, en matière d'investigation, aller plus loin. Et donc, les enquêtes pourront être peut-être facilitées. Mais je ne veux pas d'une société à la Minority Report. Il y a d'autres cas de micros, parce que les enceintes vocales, on sait qu'on installe des micros chez soi. Il y a d'autres cas de micros où les utilisateurs ne savaient absolument pas qu'ils étaient sur écoute. Absolument, mais vous savez, en même temps, je voudrais faire la passerelle avec l'ADN. Oui. Regardez le cas, peut-être vous connaissez le Golden State Killer. Vous connaissez? Oui, alors vous allez nous expliquer. C'est un tueur aux États-Unis. Voilà. Il y avait un crime qui n'avait pas été résolu pendant 40 ans. Un violeur qui, en fait, avait commis beaucoup de crimes. Et on était, si vous voulez, on n'arrivait pas à le repérer. Et en fait, grâce à l'ADN, 40 ans après, dans une base de données d'un membre de sa famille, en fait, on a pu le retrouver. Grâce à l'ADN, enfin des cheveux qui étaient posés, qui ont été retrouvés sur les scènes du crime, et on a pu, 40 ans après, découvrir le coupable. Ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé, on a retrouvé son ADN à lui, mais ce n'est pas son ADN qu'on a retrouvé dans la base de données. Un de ses parents. C'était un de ses parents. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ce parent avait fait des tests génétiques c'était il y a un an ou deux, je crois, ouais, c'est ça, de récréatifs, comme on les appelle, pour savoir si on est 20% italien, 37% roumain, et espagnol, américain, etc. Et il s'est fait coffrer parce que son cousin avait fait ce test et que la police avait eu accès aux données. Et après, il a reconnu les faits. Je voulais dire aussi que, par exemple, en France, si on avait fait dès le départ dans l'affaire Louis-Georges, on avait pu utiliser l'ADN de Louis-Georges, on aurait vu qu'une série de personnes qui avaient été considérées comme étant des suspects ne l'auraient pas été. En même temps, il y avait des problèmes vous savez, parce que dans l'affaire Louis-Georges, il se trouvait qu'on aboutissait toujours sur des personnalités qui étaient indo-européennes ou maghrébines. Or, en fait, Louis-Georges était métis. Donc, on aurait pu tout de suite déceler ce phénomène et on aurait pu avancer considérablement. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, et vous le voyez tous dans toutes les séries de télé, etc., ça facilite l'enquête. Et il n'y a plus d'enquête qui ne peut plus être technologique. Ça aussi, c'est ce point où nous étions d'accord tous les deux avec le professeur. Et puis, à ce moment-là, il se lève. On l'appelle au téléphone. Ah, alors, il a eu un coup de fil au téléphone, d'accord. Oui. Il était quelle heure? Je crois que c'était avant minuit. Je note. Très bien. Vous notez tous, j'espère. Merci. Avant minuit, d'accord. Vous n'avez pas entendu de quoi il parlait, etc. Non, on était sur... Non, okay. C'était là-dessus. D'accord. Mais l'ADN, finalement, quand vous parliez de ça, l'ADN, c'est pas nouveau dans l'enquête policière. Ça fait 20 ans qu'on sait quand même un peu l'exploiter. Sauf que là, on a franchi un nouveau pas avec des moyens technologiques un peu plus puissants. Oui. Le portrait ADN, par exemple. Le portrait robot génétique est aujourd'hui un fait qui est de plus en plus qui est réalisable. Alors, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que le portrait robot génétique en quelques... Grâce à l'ADN, aujourd'hui, on va pouvoir reconstituer, si vous voulez, non seulement la morphologie de la personne, mais également on va commencer à réaliser un portrait en 3D de la personne, et la fiabilité est quand même très, très, très bonne, puisqu'on peut arriver à 85% aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans cette salle, nous, on n'est pas forcément fichés parce qu'a priori, nous n'avons pas commis de crime. Pour vous, c'est hors de cause, j'en suis persuadé, maître. Merci. En revanche, nous laissons tous évidemment des traces, et je peux avoir mon portrait robot qui sort dans les fichiers de police depuis quelques années, mais il va être flou.
par exemple, monsieur ici est assis, va laisser tomber un cheveu. En ramassant son cheveu, je vais pouvoir en fait dire que son groupe sanguin. Je pourrais peut-être dire... Alors monsieur, ça va être un problème parce qu'il a des cheveux blancs. Et là, c'était le problème sur lequel nous avions un débat avec le professeur, puisqu'on peut manipuler en fait les informations. La fiabilité n'est pas à 100%. Hein. La personne peut se teindre, elle peut aussi se colorer les yeux, etc. Mais sinon, grâce à ça, on va pouvoir avoir en fait son caractère, son groupe sanguin. On pourra savoir qu'il est de sexe masculin. On va pouvoir ensuite reconstituer un visage. On pourra donner son âge. Et donc, on va véritablement avancer dans le portrait robot de la personne qui est soupçonnée ou qui était présente sur les lieux. En fait, c'est ça qu'il faut savoir, et c'est là-dessus sur lequel je n'étais pas d'accord avec le professeur, c'est que je peux savoir qu'une personne est présente, je ne sais pas si elle est coupable. Donc ce sont que simplement des premiers indices. Et je n'étais pas aussi radical que lui dans sa démarche, parce qu'il considérait que c'était déjà le début et la fin des crimes. Non, on n'est pas dans de la prédiction encore, on peut anticiper, mais on n'est pas encore dans la prédiction, on ne peut pas dire que monsieur est le coupable. Et je vous défendrai, monsieur, ne vous inquiétez pas. Et est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que là, on parle de traits physiques. Évidemment, on sait que l'ADN permet d'accéder à aussi à des maladies. On peut savoir s'il y a des défauts, des caractéristiques particulières. Est-ce que la police, et est-ce que vous, dans le métier du droit, vous avez le droit d'avoir accès à toute cette branche génétique, ou on s'en tient à quelques traits physiques majeurs? Alors merci Loïc pour la question. Effectivement, aujourd'hui, on s'en tient, c'est quand même limité et c'est encadré. Hein, c'est encadré, mais forcément, les nouvelles technologies aidant, les procédés s'améliorant de plus en plus, on pourra aller de plus en plus loin. Et je pense que d'ici 5 ans, on aura des portraits robots qui seront génétiques extrêmement fiables. Et on pourra savoir, encore faut-il après que des lois nous autorisent à pouvoir utiliser toutes ces informations. Tout ça est encadré aujourd'hui. Normalement, avec l'ADN d'aujourd'hui, il y a 21 allèles voilà, que l'on peut utiliser. Mais pourquoi se limiter avec toutes les craintes qu'a la société en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de sécurité publique, etc. Donc d'intérêt général, etc. Donc en fait, je pense que ça va s'élargir avec le temps. Pour vous, l'ADN, c'est une révolution technologique qui permet d'aller évidemment encore plus loin dans le crime, on s'en doute depuis quelques années. Pour vous, ce qui est en train de se passer avec la voix, qui nous fait rentrer aussi au plus près chez les gens et ces micros connectés, pour vous, ça n'est pas pareil et c'est un risque pas comparable. Ce ne sont pas des mêmes identités. L'identité vocale n'est pas aussi précise que l'identité génétique. Aujourd'hui, ça... À ce jour, la voix, on peut faire beaucoup d'imitations. On va en parler d'ailleurs à la conférence d'après, juste à la table ronde à 11h. Nous aurons un chercheur qui va faire des manipulations sur la voix pour montrer tous ces deepfakes qu'on peut créer. On peut reconstituer très facilement la voix. C'est moins fiable que l'ADN. Ça, c'est la première chose. Mais peut-être qu'il y a d'autres techniques. Hein, peut-être que via l'image, il peut y avoir d'autres techniques qui peuvent être plus sûres. On en parlera aussi également à 11h. Merci Gérard. J'en profite pour faire le point sur l'enquête avec vous. On a appris, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que grâce à vous que le professeur avait reçu un coup de fil, donc un peu avant minuit. Oui, puis moi je suis pas. Non, mais il n'y a pas de problème, Gérard. Je vous assure. Donc oui, effectivement, c'était avant minuit. Il est parti dehors. Il avait un téléphone, il est parti dehors. Et on n'en sait pas plus. Voilà. Et on ne l'a plus revu après ce coup de téléphone. Merci infiniment, Maître. Merci d'avoir eu le courage de venir. On peut applaudir Maître Gérard. Et merci Gérard, j'en profite pour accueillir notre deuxième invité, Aurélie Jean, docteur en sciences spécialisée sur les algorithmes de prédiction et leur comportement et qui va nous parler de reconnaissance faciale. On l'applaudit. Merci Aurélie. Bonjour. Bonjour Aurélie Jean, merci d'être venue. Alors avec vous un autre sujet. Vous étiez là également, on était là, ici. Et voilà, moi j'étais là, vous étiez là, je vous voyais de loin. Vous avez parlé avec le professeur, de quoi est-ce que vous avez parlé au cours de la soirée? En fait, on a parlé de son livre et des arguments qu'il apportait en fait, pour soutenir l'utilisation unilatérale et sans condition de reconnaissance faciale, d'algorithmes de reconnaissance faciale pour identifier des criminels et pouvoir les traquer, les choper le plus rapidement possible. Alors la reconnaissance faciale, c'est le mot un peu de l'année 2019, on en a beaucoup parlé.
On a beaucoup parlé aux États-Unis, on a beaucoup parlé en Chine aussi. Vous avez parlé de ça. La situation n'est pas du tout la même en France. En Chine, elle est très différente aussi. En fait, pour l'utilisation d'algorithmes de reconnaissance faciale, il faut des caméras. Donc il faut des caméras partout, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'après, il y a des considérations en termes d'atteinte à la vie privée. Donc c'est vrai que par exemple, dans des pays comme la Chine, on peut voir des caméras partout. En France, c'est pas le cas. Par exemple, dans la ville de San Francisco, aux États-Unis, ils ont refusé d'utiliser des algorithmes de reconnaissance faciale, alors qu'il y avait déjà des caméras dans la ville, puisqu'il y a des caméras aussi dans Paris pour surveiller ou autre. Mais il n'y a pas d'algorithme qui tourne derrière. Donc c'est ça qui est un peu différent. D'accord. Et donc en Chine, je crois que vous avez parlé de ce cas très récent. Oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. En fait, il y a eu un cas très récent en Chine d'un criminel justement qui était que l'on recherchait pour, je crois, depuis 17 ans, quelque chose comme ça. Et grâce à un algorithme de reconnaissance faciale d'identité, ils ont pu l'identifier et donc l'interpeller. Et donc 17 ans après. 17 ans après, ce qui est énorme, 17 ans. Hein. Alors qu'il avait changé. Mais oui, c'est c'est ça qui est intéressant. Donc c'est très intéressant de voir que l'algorithme a néanmoins fonctionné. Après, je ne connais pas l'algorithme. Peut-être qu'ils avaient mis en place en plus un processus de vieillissement pour projeter le visage de la personne 17 ans après. Voilà. Et je crois que pareil, en Chine, pour ne pas me tromper, il y a eu plusieurs centaines de cas cette dernière année de gens qui ont été interpellés. Alors, on ne connaît pas exactement les chiffres, on ne connaît pas surtout la performance. Est-ce que sur ces 200 cas, il y en a eu peut-être 10 ou 20 qui ont été des erreurs et il faut réfléchir à ça aussi. Puisque comme je dis souvent, quand on est chercheur, quand on développe une technologie, qu'on développe un outil, un algorithme, on a tendance à penser le for good, c'est-à-dire que pour bien faire, voilà. Mais en fait, on peut aussi faire du mal à une minorité, et même cette minorité, même si on fait du mal à cette minorité, on se trompe, les conséquences peuvent être catastrophiques en fait. Donc les minorités, vous pensez à quoi? C'est des erreurs de... Typiquement, dans le cas des algorithmes de reconnaissance faciale, c'est pour ça qu'on en parlait avec le professeur hier, j'essaie de lui expliquer, qui était très agressif d'ailleurs, je tiens à le préciser. Notez-le. Voilà. Justement, je lui ai expliqué que même si son outil fonctionne dans 90% des cas ou 80% des cas, il faut penser aux 10-20% restants de gens qui ont été détectés criminels et qui ne le sont pas, et qui vont peut-être voir leur vie bouleversée à cause d'une erreur, parce que les humains qui auront utilisé cet algorithme auront pris l'alerte de l'algorithme comme une vérité absolue, alors qu'il faut le prendre comme un indicateur éventuellement, mais c'est l'humain qui doit décider, réfléchir et analyser. Mais les erreurs en enquête policière, il y en a toujours eu dans les témoignages. Les témoins oculaires ont... Mais ce n'est pas une raison. À la différence, c'est que dans les témoins oculaires, systématiquement, on met un doute sur le témoignage d'une personne, on essaie de gratter pour voir si la personne, ce qu'elle dit est vraiment vrai. Alors que pour un algorithme, on a tendance à dire il y a une impartialité des mathématiques ou de l'algorithme qui fait qu'on n'a pas à avoir un œil critique sur le résultat obtenu, ce qui est faux en fait. Pour vous, les policiers qui sont derrière ou les juges qui sont derrière, ils sont formés à connaître ces algorithmes, ils peuvent soulever le capot pour voir ce qu'il y a dans la machine. Est-ce qu'ils les connaissent ? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que sans soulever le capot, ils doivent comprendre comment l'algorithme fonctionne. En particulier, comprendre que l'algorithme a sûrement appris sur des données, voilà, et que cet algorithme, du coup, peut se tromper. Petit détail, mais par exemple, on sait sur les algorithmes de reconnaissance faciale, pas dans un but de détecter des criminels, mais dans un but de reconnaître un visage quand on utilise notre téléphone intelligent et qu'on peut débloquer notre téléphone ainsi. Les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, par exemple, ne reconnaissaient pas les peaux noires. Parce que l'algorithme avait appris sur des photos de personnes blanches uniquement, sûrement parce que les gens qui avaient développé cet algorithme, en tout cas dans sa première version, étaient principalement composés de blancs. Donc il y a aussi un biais cognitif de notre part qui va être introduit dans l'algorithme et qui peut du coup avoir des conséquences assez dramatiques. Je vous donne un exemple. Typiquement, l'algorithme qui apprend sur des images pour identifier un criminel, en tout cas une scène suspecte, peut par exemple enregistrer dès qu'il y a une agitation dans la foule, peut prendre ça comme une alerte et du coup zoomer et identifier. Mais en fin de compte, si par exemple on danse le tango est une danse extrêmement on a dansé hier soir. On a dansé hier soir. L'algorithme pourrait nous identifier comme un comportement suspect. Juste parce que il n'y a pas encore cette finesse, mais c'est peut-être un pas technologique à
encore à passer. Je pense qu'on passera le pas technologique, mais en fait, le plus important, c'est de comprendre que l'algorithme ne doit pas... et là, je parle vraiment d'un point de vue technologique. Après, il y a un point de vue éthique et en termes de vie privée et autres. Mais d'un point de vue technologique, on va y arriver. Mais même là-dessus, je pense que les gens doivent comprendre que l'algorithme leur fournit en fait un indicateur, mais pas une vérité absolue sur un criminel potentiel. Alors pourquoi on parle d'algorithmes et surtout de reconnaissance faciale? Peut-être préciser pour nos enquêteurs, c'est que vous ne les voyez pas bien parce qu'elles sont bien cachées. Il y avait des caméras de sécurité à reconnaissance faciale hier. Mais moi, c'est par exemple, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait je savais qu'il y avait des caméras, mais je ne savais pas qu'il y avait un algo de reconnaissance faciale qui tournait derrière. Ah, mais on avait mis des petites étiquettes à l'entrée, on en a parlé. On était au stand maquillage ensemble. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut peut-être préciser aussi. Donc le thème de la soirée hier était voyage dans le futur. Donc on était tous maquillés à la mode Star Trek. Enfin, il y avait un stand, c'était rigolo. D'ailleurs, il y avait des petits déguisements, des choses. Peut-être que ça peut biaiser un tout petit peu. Ça biaise forcément. D'accord. Bon, écoutez, ça fait partie. Alors, on va se pencher là-dessus, mais en tout cas, on avait prévenu. Voilà, il y avait ces caméras bon, c'est pas grave. On effacera les données. On est de toute façon en train de revoir les bandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que on faisait en effet confiance à ce système de sécurité, et donc il est peut-être pas tout à fait au point, puisque les caméras ont défini et nous ont renvoyé le message qu'il n'y avait eu ce soir-là aucun comportement suspect. En fait, on a vu le professeur Katueki au sol derrière le quai des Savoirs, on l'a retrouvé. En théorie, si une personne tombe au sol, s'il y a une agression, s'il y a quelqu'un, s'il y a une lutte, en théorie, la caméra aurait dû le reconnaître. Là, c'est pas le cas. Elle parle de aucun comportement suspect. Alors après, on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est qu'un comportement suspect? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement normal? Absolument. Mais ça, c'est compliqué. Et encore une fois, il ne faut pas écarter le jugement de la personne qui utilise l'algorithme. Encore une fois, il ne faut pas déresponsabiliser les gens qui vont utiliser cet algorithme. S'ils ont une alerte d'un comportement suspect, il faut quand même qu'ils aillent regarder et qu'ils jugent par eux-mêmes. Au même titre, c'est pas parce que, ils peuvent aussi regarder les vidéos et juger par eux-mêmes s'il y a une. Oui, ce que va faire le. Voilà. Mais vous le dites assez souvent. D'ailleurs, le personnel politique, le personnel policier, il faut que les personnes s'emparent et se forment à ces nouveaux outils. Sans devenir des scientifiques. On est d'accord. Le but n'est pas de comprendre le détail mathématique de l'algorithme, mais vraiment de comprendre ce qu'est un apprentissage, sur quelles données il a appris, de comprendre les risques, de manière générale. Les risques, parce qu'encore une fois, un algorithme fait des erreurs, c'est normal, et l'impartialité des mathématiques n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement dû à des biais, à des erreurs d'échantillonnage de données pour apprendre, des choses comme ça. Donc, la question de la surveillance, c'est aussi la question de la furtivité en milieu urbain, c'est-à-dire que des caméras absolument partout, à reconnaissance faciale, c'est évidemment pour résoudre des affaires criminelles, on peut l'estimer une bonne chose, en tout cas on peut ou pas débattre dessus, mais il y a évidemment d'autres cas, on le voit à Hong Kong, on le voit dans plein d'autres pays où la furtivité, on recevait hier Alain Damasio sur un autre mot qui va sans doute faire florès dans l'avenir, c'est celui de la furtivité, échapper au contrôle, c'est aussi un impact et un enjeu très important. Et c'est intéressant que vous disiez ça parce que typiquement à Hong Kong, on voit des gens qui se maquillent pour tromper en fait les algorithmes de reconnaissance faciale. Donc on peut imaginer que les gens vont... On voit ils utilisent des lasers. Des masques, voilà. Dès que quelqu'un enlève son masque ou doit, par exemple, aller démanteler une caméra de sécurité, tout le monde, ou être à visage découvert, tout le monde le couvre avec des parapluies. Les masques qui sont devenus maintenant récurrents. Ça, c'est un avenir possible de la reconnaissance faciale. Mais je pense que de toute façon, si les gens commencent à réagir ainsi, ils mettront après en avant leurs droits, leur liberté, et comme ça, il y aura un meilleur usage de ces outils, en tout cas en lien avec le respect. Je vous donne un exemple. Moi, une fois, j'ai pris l'avion récemment. C'était aux États-Unis, un vol en interne, et il y avait une reconnaissance faciale pour pouvoir accéder à l'avion, pour embarquer plus rapidement. Et j'ai dit au monsieur, je refuse de passer devant le... Non pas que je trouve ça hyper intelligent, et puis en plus, ça permet d'être beaucoup plus rapide, sauf que parce que j'ai le droit de refuser, j'ai demandé à refuser. Parce que je voulais tester le mécanisme, le processus de refus. Si vous avez 2 heures de retard dans l'avion, c'est à cause de moi, voilà. En général. Et le mec n'a pas compris, il m'a dit bah non, faites-le. Je fais non, j'ai le droit de dire non, donc je dis non. Et j'ai voulu tester le processus. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne qui checkait les billets, donc avec la caméra, ne s'attendait pas à un refus.
Donc ça fait réfléchir, c'est que même quand on met ça en place et qu'on sait qu'on a le droit de refuser, les gens ne sont pas prêts à ce que les gens refusent. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça, c'était aux États-Unis. Ouais. Donc la Constitution, je ne sais pas si c'est au niveau de l'État, au niveau fédéral, Ça, c'est permet... au niveau fédéral, je pense. Pour les caméras, ça, je ne pourrais pas dire. Mais le refus, c'est fédéral. On a le droit. Et en France, ce genre de Alors, en France, juridique... je ne sais pas trop. Par contre, il y a un truc très important, c'est qu'en 2024, on a les JO à Paris. Et je sais que c'est un gros sujet de discussion. La France a aussi une pression des autres pays, à savoir est-ce qu'on met en place des caméras et en tout cas des algorithmes de reconnaissance faciale, d'identification de mouvements de foule en lien avec ces caméras pendant les JO pour améliorer la sécurité. C'est une grosse discussion parce que même si on a confiance en l'État, on a confiance en les organismes qui vont s'occuper de ça, il y a aussi des risques de hacking. C'est-à-dire que des risques en fait de personnes, des méchants, on va dire ça, qui peuvent aussi capter la donnée, hacker le système. Voilà. Donc il y a des risques et donc il faut faire ça de façon cohérente, responsable, éthique et technologiquement efficace. Quels sont les enjeux de pouvoir là-dessus? C'est la France, l'Europe, elle parle dans le même sens. J'imagine que la Chine, les États-Unis ou d'autres pays n'ont peut-être pas forcément la même vision de cette surveillance. Alors je ne connais pas, je ne suis pas dans les discussions, donc je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à associer la Chine aux États-Unis, c'est quand même très différent. Les États-Unis sont beaucoup plus proches de nous que de la Chine. Les États-Unis, certes, c'est un pays libéral, mais c'est un pays, par exemple, encore une fois, le cas de San Francisco, au conseil municipal, ils ont été, je crois, 9 personnes sur 10 à voter contre les algorithmes de reconnaissance faciale dans la ville de San Francisco. C'est une première, en fait. Je pense que ça va faire jurisprudence aux États-Unis et peut-être aussi en Europe. Donc les États-Unis, c'est pas le pays des cow-boys. Faut pas non plus. Voilà, il y a beaucoup de lois pour protéger les données et même le RGPD qu'on a installé en mai 2018 en Europe a une influence aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est intéressant. Je pense, je mettrai pas la Chine et les États-Unis au même niveau là-dessus, en tout cas. Merci Aurélie Jean. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés sur ces questions. Je rappelle que à quelle heure vous faites votre dédicace? Juste après? À 11h. À 11h. Juste après, en sortie de salle, vous pouvez retrouver Aurélie Jean pour votre dernier livre qui se nomme... Mon premier livre. Votre premier livre et votre dernier en date et votre premier voilà. l'année. Ce ne sera pas le dernier, mais bon. Donc c'est ce que disait le professeur Kiatioki aussi il y a quelques heures. Pardon. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît, ça porte malheur. Donc oui, c'est de l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, chez l'Observatoire. Et donc vous parlez de ces algorithmes Absolument. qui nous surveillent, qui offrent de formidables possibilités, en même temps des biais, des erreurs, des risques d'erreur. C'est un livre pour comprendre les mécanismes, développer son sens critique, son analyse critique par rapport à tous ces débats, ces sujets comme le sujet du meurtre du professeur, et de comprendre en fait pourquoi, comment et qu'est-ce que ça implique. Eh ben, on fait le point sur l'enquête grâce à vous parce qu'on a appris, des choses. Les caméras, donc vous l'avez noté, je vous ai vu noter, les caméras étaient équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale et hier, le logiciel en place partout au Quai des Savoirs n'a détecté aucun comportement suspect, alors même que le professeur a été retrouvé effondré dehors. Voilà, donc ça nous interroge évidemment. Merci Aurélie, beaucoup, on vous applaudit. Merci. Et je vous propose d'accueillir ma dernière invitée, Myriam Kemener, avocat général à la Cour d'appel de Paris, experte en cybersécurité, qui va nous parler objets connectés et traces numériques. Bonjour Myriam. Merci Myriam, vous aussi, d'être là. Vous avez été conseillère juridique sur les questions de cybercriminalité au ministère de l'Intérieur. Vous êtes également experte de ces questions au Conseil de l'Europe. Vous avez écrit de nombreux livres sur la cybercriminalité. Est-ce que c'est le sujet que vous avez abordé hier avec le professeur? Est-ce que vous avez parlé un peu de ça? Racontez-nous votre soirée, comment c'était? Oui, alors il y a une discussion à bâton rompu. J'ai remarqué qu'il avait une montre connectée, donc ça a été le point de départ de nos échanges. On a parlé aussi d'un cas justement d'un tueur à gages qui a été confondu grâce à sa montre. Donc c'était tout à fait intéressant. Racontez-nous cette histoire. C'était des crimes qui n'avaient pas été élucidés. Et donc les services d'enquête, grâce à l'exploitation des données de GPS, sont remontés sur ce tueur à gages. Et ça a permis d'élucider un deuxième crime. Et on s'est rendu compte, à travers l'exploitation de ces données GPS, que ce tueur à gages avait fait un repérage
en vélo. Il circulait à proximité du lieu du crime. Donc c'est même pas le jour J, c'était avant, les jours d'avant. Il faisait son jogging, il faisait son parcours des jours et des jours. Exactement. Et parce qu'il faisait tout le temps le même cercle, ça a alerté les policiers sur ces données. Et donc on a pu faire le lien entre le lieu du crime et ce repérage qui démontre à l'évidence la préméditation du geste. Et tout simplement parce qu'il avait assez bêtement, ou pas pensé, il avait sa montre avec lui qui était un véritable traceur. Il n'avait pas pensé, effectivement, et c'est souvent comme ça que les délinquants se font piéger, puisqu'il y a même eu le cas d'un jeune qui a commis des vols d'un magasin. Il a volé un certain nombre d'objets connectés et justement, grâce aux données de géolocalisation, ce jeune a fourni lui-même les preuves. En même temps, la géolocalisation, c'est pas nouveau. On a tous ces films policiers en tête sur les appels, la triangulation. Depuis que le téléphone existe, on essaye de traquer les coups de fil. Bon, là, évidemment, avec les objets connectés, le smartphone, bien sûr, mais tous les objets qui nous entourent, qu'est-ce qui change? C'est plus précis, c'est plus puissant, on a une tonne de données incroyables? Alors déjà, en fait, les GAFAM nous géolocalisent à travers tous ces objets connectés que nous avons à portée de main. Et sinon, au niveau des enquêtes, puisqu'on est dans le cadre d'une enquête sur un meurtre, les services de police peuvent avoir recours à la géolocalisation, qui est en fait l'interception en temps réel. C'est pas du bornage, donc ça permet de suivre un individu ou suivre un véhicule en mettant une balise sous le véhicule, etc. Ça, on le voit aussi dans les films, on y pense. Mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que Gérard nous en parlait sur la voix, il nous disait tout à l'heure, on va aller interroger Google, on va aller interroger Amazon et leur demander au fait qu'est-ce qu'a enregistré l'enceinte vocale. Est-ce que c'est facile, vous qui travaillez sur ces sujets à la justice, est-ce que c'est facile d'aller toquer à la porte de Facebook pour dire qu'est-ce qu'il a échangé sur Messenger, Google, est-ce que vous pouvez me donner son historique? Comment on fait? Alors en fait, effectivement, on ne toque pas à la porte, mais on fait des réquisitions. Donc il y a une demande, c'est un acte, je dirais, juridique qui permet de récupérer des données. Et après, c'est variable suivant justement ces géants de l'Internet. Il y en a qui vont être très réactifs, ou alors certains... Ils jouent le jeu. Il y en a qui jouent le jeu. De plus en plus, suite aux attentats de 2015 notamment, il y a eu des travaux dans le cadre de mes précédentes fonctions. Il y a eu un groupe de contact permanent où on échangeait avec l'ensemble des géants de l'Internet, Facebook, Google et autres. Et c'est aussi leur image de marque qui est en jeu. C'est-à-dire qu'ils coopèrent de plus en plus avec les services d'enquête et la justice. Français, européens aussi, ou pour l'instant ils parlent au ministère de la Justice intérieure? Là, en fait, c'est des liens qu'on a développés entre l'Europe, parce qu'évidemment on travaille pas en franco-français, l'Europe et les États-Unis. Et puis il y a aussi, je pense que ce sera évoqué, il y a aussi des conflits de loi. Et depuis le Cloud Act, les États-Unis ont une tendance assez expansionniste. Qu'est-ce que c'est que le Cloud Act? Alors le Cloud Act, c'est un texte fédéral qui permet aux États-Unis de récupérer toute donnée, y compris si ces données sont hors du territoire américain. Toutes données d'entreprises américaines, même si, par exemple, des données seraient hébergées en Irlande. Voilà. Voilà. Et pourquoi ça, c'est problématique et pourquoi c'est nouveau? Disons que c'est un problème d'extranéité de l'application des lois américaines, et c'est pour ça que la France est en train, déjà le RGPD, le fameux règlement sur la protection des données personnelles, est déjà une réponse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des recherches sont faites et que, par exemple, une entreprise américaine a des activités en Europe, elle doit avoir un établissement sur le territoire français, territoire européen, pardon. Donc, on est dans des batailles juridiques actuellement.
qui peuvent aller loin. Ça veut dire que moi, en tant que citoyen, on peut aller chercher mes données où qu'elles soient dans le monde. Alors, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont hébergées aux États-Unis, puisque voilà, elles sont, mais y compris même sur le territoire européen. Je peux avoir l'État américain qui demande des données sans que l'Europe me protège ou sans que la France me protège, et ces données peuvent transiter sans que j'en ai conscience. Bon, dans le cadre d'enquêtes précises, mais... Oui, c'est pour cette raison qu'effectivement, en ce moment, il y a des travaux pour réagir par rapport à ce Cloud Act. En fait, ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Pour accélérer les démarches. C'est parce que j'imagine que c'est quand même un peu long, les demandes, comment on appelle ça, les réquisitions et les demandes pour récupérer les données, effectivement. Alors, il y a plusieurs procédures pour schématiser. C'est assez complexe. Hein. Il y a cette fameuse entraide pénale internationale qui est beaucoup trop longue ou est extrêmement réactif face au numérique. Il y a des accords bilatéraux qui se développent de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est le cas des États-Unis qui ont ratifié la Convention de Budapest, qui est le seul traité international en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et dans ce cadre, il y a une disposition qui permet de demander le gel de données. Par exemple, suite à un crime, si les services sont vraiment réactifs, hein, c'est le cas de plus en plus, ils demandent à une autorité étrangère de geler les données qui vont ensuite être exploitées. Donc c'est fondamental. Parce que les données ne sont pas conservées éternellement, et c'est pour ça? Alors, les durées de conservation de données sont variables suivant les États. Par exemple, en Europe, c'est de 6 mois à 2 ans. Aux États-Unis, c'est variable suivant les géants de l'Internet. Les États, ouais, ou c'est pour les entreprises. Il y en a qui vont garder 90 jours. Donc, c'est une course contre la montre, en fait. Hein. Une enquête judiciaire, une enquête pénale. Ça s'est accéléré avec ces données numériques. Il faut aller beaucoup plus vite qu'avant. Oui, parce que il n'y a pas que la lutte contre la cybercriminalité. En fait, toutes les affaires. Bon, là, par exemple, on parle de meurtre, hein, les affaires financières. Maintenant, tout passe par le numérique. Donc l'enquête, elle doit être accélérée et il faut récupérer ces données qui finalement sont des indices numériques qui vont permettre après de caractériser une infraction. Et les policiers, ils sont formés à ça? Vous travaillez à la justice, les avocats, les procureurs, les policiers, ils sont formés? Oui, alors disons que les formations s'accélèrent. Au niveau police, gendarmerie, il y a ce qu'on appelle des investigateurs en cybersécurité. Au niveau gendarmerie, il y a ce qu'ils appellent officiers de police judiciaire NTEC. De plus en plus, on a aussi les douanes. En matière de cybercontrefaçon, les douanes font des investigations dans le dark web. Ils creusent dans le dark web. Et creusent dans le dark web en utilisant une procédure assez récente, mais qui s'est développée, d'infiltration ou d'enquête sous pseudonyme. Donc, c'est un stratagème légalisé. Les policiers ou les douaniers vont se faire passer pour des dealers. Et font un travail d'approche, justement, peuvent échanger de la drogue, des photos, etc., des faux papiers. Tout ce qu'on voyait, voilà. Mais de manière numérique. Oui, alors c'est vrai que ces dernières années, on commence à avoir de très belles affaires qui aboutissent et c'est des investigations dans le dark web. Est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur Kiatueki quand il disait « mais demain, mais ça y est, c'est déjà le cas, les GAFAM sont plus puissantes que la police française et elles vont avoir des moyens d'investigation plus précis que nos pauvres policiers ». C'est comme ça qu'il l'écrivait. Alors, je ne dirais pas pauvres policiers, parce qu'il y a véritablement des services spécialisés, il y a un office dédié à la lutte contre la cybercriminalité, il y a une montée en puissance de ces services, mais c'est vrai qu'il est grand temps de réagir parce que les GAFAM ont quand même pris le pouvoir. Hein. Actuellement, on parle de souveraineté numérique au niveau européen, mais la souveraineté, elle est quand même assez écornée. Hein. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec les propos du professeur, mais il y a une montée en puissance, mais il est grand temps de réagir. Vous avez parlé d'autre chose avec le professeur, parce que de manière générale, au-delà il y a tous les objets connectés qui nous entourent. Bien sûr, c'est vrai que les objets connectés maintenant sont extrêmement courants, quel que soit le domaine d'activité. On a discuté des objets connectés au niveau des hôpitaux, parce qu'il y a eu récemment un certain nombre d'hôpitaux qui ont été piratés.
et à qui on a demandé des rançons. Ils ont reçu des ransomware. En fait, c'est un malware, un logiciel espion qui va paralyser l'activité d'un... Il y a des enjeux véritablement de santé publique et même de vie ou de mort pour les patients qui se retrouvaient dans un hôpital piraté. Donc on a discuté pas mal de ces aspects-là. Également des attaques, les objets connectés souvent ne sont pas sécurisés. On parle de privacy by design, c'est-à-dire les objets connectés qui, dès la conception, doivent résister aux attaques. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On a discuté aussi, il y a eu des cas, des entreprises qui ont démontré qu'un pacemaker pouvait être piraté. Donc là, ça peut entraîner la mort du patient. Et voilà. Et comment réagit le professeur quand Alors justement, j'ai remarqué, j'ai compris, vu son angoisse, qu'il a lui-même été porteur d'un pacemaker. D'accord. Voilà. Ok, je note, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, les objets connectés, il y a aussi les objets connectés du quotidien. Je me rappelle, il y a quelques années, d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Gérard sur une poupée qui enregistrait, Oui. dont on avait caché un micro. Alors là, pour le coup, on avait caché un micro à l'intérieur, mais on ne va pas revenir sur le débat sur la voix, mais il y a plein d'autres applications, plein d'autres objets qui échangent le four de votre cuisine. Est-ce que potentiellement, ce sont des manières de rentrer chez vous, d'apprendre des données, peut-être de fomenter un crime, d'avoir de la data, de la vidéo. Bien sûr, il y avait le réfrigérateur connecté, effectivement. Toutes ces données, en fait, c'est des réceptacles de données, les objets connectés. Donc après, il y a une exploitation qui peut être faite à des fins d'enquête ou alors à des fins, je dirais, pour nuire à une personne. Ça peut être aussi la possibilité après de faire du chantage à l'égard de différentes personnes. Et ça peut permettre aussi d'éluder des crimes ou de disculper des personnes. Donc, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler sur sécurité et objets connectés. Les services d'enquête, et ça nécessite une formation, il faut, sur une scène de crime, ramasser tous les objets connectés et tous les supports numériques, c'est fondamental. Merci beaucoup Myriam pour ces précisions. Je vous demande, on va faire avant de vous raccompagner, on va faire le point quand même sur tout ce que vous avez appris parce que vous avez appris beaucoup de choses. Grâce à vous, nous avons appris que le professeur portait une montre connectée et nous avons appris qu'il portait un pacemaker. Il a l'air très transhumaniste 2.0 ce professeur. J'espère qu'on va pouvoir retrouver ces données ou que vous allez pouvoir retrouver ces données. Merci Myriam, je vous remercie. On se retrouve après, on essaye de mener l'enquête ensemble. Et nous, on va faire le point. On va faire le point sur cette enquête. Alors là, vous avez normalement noté quelques éléments. Et ça va être à vous. Que vous soyez sur les réseaux sociaux ou au Quai des Savoirs, ça va être à vous d'essayer de trouver les criminels. Alors, ils ne font pas partie des suspects, des témoins, des grands témoins qui étaient avec moi. Nous avons heureusement, il y en était 150 hier, nous avons heureusement réduit la liste des suspects à 5 personnes. Je vous les donne. Il y a l'organisatrice de l'événement, qui est ma boss, la directrice de Futura Police, qui avait donc la main sur beaucoup d'éléments hier. Le directeur du Point, c'est lui. C'est lui, me dit-on. J'ai aussi un fort doute sur lui, malgré son faux air d'enfant de cœur. Je pense qu'il est probablement suspect. Vous voyez, vous avez des exemples de maquillage qu'on avait sur hier pour cette soirée futuriste. Le chef d'orchestre de la sécurité qui réglait les caméras et le logiciel de reconnaissance faciale. L'ennemi jaloux, Guillaume Gralet, un ami pour moi,
mais qui était particulièrement jaloux du succès du professeur. Il devait sortir son livre en même temps que lui, ça l'a complètement court-circuité dans les librairies. Est-ce que c'était son mobile? Et puis la fille du professeur, Lilou Kiatueki, qui est étudiante à Toulouse et qui était invitée comme de nombreux autres étudiants hier. Alors, pour mener l'enquête, ça ne se passe dehors, au Quai des Savoirs, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, en commentaire, lorsque vous allez ouvrir les commentaires sur le stream ou sur les vidéos. Vous avez deux possibilités, il va falloir utiliser votre smartphone. Promis, on ne traquera pas vos données, juste pour savoir si vous êtes arrivé au bout. Soit vous avez Messenger, je vous conseille l'application si vous l'avez, c'est assez stable, vous pouvez vous connecter, notez le petit raccourci, et vous pourrez vous connecter à notre bot d'investigation, Futura Police, voilà, et soit sur navigateur Internet, vous ouvrez ça dans votre navigateur et vous tapez, sinon, cette barre d'adresse. Soyez rassurés, en sortant, vous pourrez prendre quelques flyers où vous aurez les récapitulatifs de ces deux adresses. Voilà. Alors, ne jouez pas tout de suite parce qu'il y a d'autres conférences qui nous attendent. Notamment, on va parler tout de suite après de deepfake, de ces logiciels audio, vidéo qui permettent aujourd'hui de créer du faux. Donc, c'est un peu dans la continuité de ce thème. Vous avez toute la journée pour enquêter au Quai des Savoirs. Donc sur les réseaux sociaux, vous avez tout le temps aussi également. Et vous pourrez ensuite gagner pour le gagnant un an d'abonnement au point pour le gagnant qui sera tiré au sort. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous en savez assez sur cette enquête. Je prends juste mes notes pour remercier Olivier Paquet, qu'on embrasse très fort, qui n'a pas pu être là et qui nous a beaucoup aidé dans la préparation. Et je vous remercie d'avoir suivi cette table ronde un peu particulière. Boris, je ne sais pas si vous êtes non loin dans la salle, je vais vous rendre la main. Vous êtes là, Boris. Boris, vous avez un doute vous avez une idée sur... Ah, moi je sais, non, mais vous savez. Les indices étaient grossiers. Hein, on va pas se mentir, j'ai tout de suite trouvé que voilà. Oui, vous avez tout occupé. Oui. Non, c'était. Merci beaucoup. Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à nos invités. Et dans une moindre mesure à Loïc Rivalin. Merci Loïc. Merci Boris. On se fait quelques minutes, quelques secondes de pause pour se remettre de nos émotions, le temps de mettre en place la prochaine table ronde. À tout de suite. C'est bon, ça vous fait pas mal? Ça va. C'est bon, vous êtes bien installés? Impeccable, merci beaucoup. Vous êtes prête? Je suis prête. Alors vous allez choisir un des objets qui se trouve sur la table. Nous allons enregistrer des pics d'activité cérébrale. Vous serez prévenu par un signal sonore dès que ça arrivera. Donc là, je prends ce que je veux. Oui, tout à fait.